Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Ça fait plusieurs épisodes que nous explorons ensemble l'intelligence collective, le flow collectif, l'intuition. Ces moments d'intense créativité partagée et ces modes de gouvernance qui ne sont pas fondés sur la hiérarchie des fonctions et des grades. Nous avons vu ensemble, avec Thibaut Brière, que les nouvelles formes d'organisation libérées pouvaient être plus toxiques et contraignantes encore que les organisations hiérarchiques classiques. Nous avons vu, avec Éric Delassus, que le leadership n'était pas forcément une fonction. Nous avons vu, avec Marc Dano, Angélique Ivanoff et Julie Bachet, que la création collective en flow collectif était une réalité et qu'elle faisait merveille. Nous avons vu avec Olivier Zara qu'il existait des processus fructueux favorisant l'émergence de l'intelligence collective et la résolution de problèmes complexes. Nous avons vu avec Bruno Bachimon que la complexité avait besoin d'un récit. Nous avons vu avec Olivier Frérot que nous étions sans doute au cœur d'un changement de civilisation. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus profond et plus concrètement au cœur de ce qui permet à cette gouvernance partagée de porter du fruit, du vrai fruit. Je vous propose de comprendre comment on parvient à développer la maturité émotionnelle et relationnelle suffisante pour plonger avec joie et aussi avec efficacité dans des processus de gouvernance partagée, participative, qui laissent place à la vision et à l'émergence de nouvelles formes de leadership. Isabelle Desplat a cofondé Colibri avec Pierre Rabhi. Elle a une très grande expérience de l'accompagnement de collectifs en entreprise et de vie partagée dans les écolieux qu'elle a co-créés. C'est elle qui m'a formée à la sociocratie, à l'écologie profonde, à la self-gouvernance. Je suis vraiment ravie que vous puissiez profiter ici de son analyse et des perspectives qu'elle partage avec une grande générosité. Cet épisode est diffusé en 2 parties. Le prochain, l'épisode 48, sera diffusé la semaine prochaine. Cher auditeur, le podcast Entre là et cet épisode sont pour toi. Bonne écoute, Entre là. Bonjour Isabelle. Bonjour Gaëlle. Je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis ravie qu'on puisse discuter ensemble. On va parler de gouvernance partagée, de self-gouvernance. Comment est-ce qu'on est nous-mêmes, au cœur de nous-mêmes, avec les autres. Comment est-ce qu'on peut œuvrer ensemble en lien les uns avec les autres, avec toute la belle expérience que tu as. Est-ce que tu veux, juste avant, te présenter rapidement pour qu'on fasse tous connaissance? Eh bien, j'exerce le métier de formatrice en communication non violente, en gouvernance partagée, et je suis aussi psychopraticienne, notamment dans l'approche Internal Family Systems de Richard Schwartz, IFS, et donc que j'enseigne aussi pour aider des personnes à développer une meilleure connaissance d'elles-mêmes au cœur justement des enjeux collectifs. Voilà, et j'ai aussi un parcours qui m'a permis d'exercer des responsabilités au sein de collectifs et donc pas seulement de faire de la formation. J'ai aussi accompagné des équipes, des dirigeants, des associations dans la mise en place de gouvernance ou de communication ou de communication plus engageante. Oui, tu as été notamment coprésidente avec Pierre Rabhi de Colibri, je crois. J'ai cofondé le mouvement Colibri avec Pierre Rabhi et quelques autres, dont j'ai assuré la présidence, c'est-à-dire on appelait ça premier lien en termes justement de gouvernance partagée sociocratique, qui est celle qu'on a expérimentée dans un premier temps pendant de 2006 à 2015. Là, j'ai pris la direction de l'équipe opérationnelle pendant un temps.
Et je ne suis plus en action ou en responsabilité au sein du mouvement Colibri depuis 2016. Donc. Tu as une grande expérience de cette gouvernance qu'on partage avec d'autres, quand on essaye de faire vraiment avec d'autres en collectif. Qu'est-ce que c'est en fait la gouvernance partagée? Comment tu la définirais? Comment tu l'as vécue? Qu'est-ce que ça permet? Ce qu'on connaît d'autres, je crois, c'est des systèmes un peu hiérarchiques où il y a un chef qui décide pour les autres. Ça arrive aussi d'ailleurs en association que ça se passe comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la gouvernance partagée? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que ça change à la fois dans les relations, dans les résultats? En fait, pour comprendre l'évolution des formes d'organisation et de gouvernance qui vont avec, c'est peut-être utile de voir comment elles ont évolué au fur et à mesure qu'évolue la conscience elle-même. Et effectivement, on est majoritairement en ce moment dans des formes de gouvernance pyramidale avec un pouvoir descendant qui a eu ses vertus parce qu'il est arrivé après l'invention de l'écriture, qui a permis de diffuser largement et de manière asynchrone des messages à distance et un grand nombre de personnes en même temps, alors qu'avant prévalaient juste des petites communautés avec une gouvernance plutôt circulaire et plus horizontale, même si les rôles étaient clair, ça circulait davantage. Et j'aime bien d'ailleurs voir que les formes qui symbolisent les gouvernances, le cercle, parlait de quelque chose de participatif, la concertation qui est au cœur de tout cela, l'écoute, l'arbre à palabres, c'est tout à fait ce genre de gouvernance participative qui remonte au peuple premier, à nos origines, et qui est encore dans certaines contrées et tribus, ou dans certains conseils de famille, même si là, il peut y avoir aussi de la pyramide qui se met en place avec le chef de famille. Mais en tout cas, au moment de l'apparition de l'écriture, on est entré dans les grands projets où il fallait faire avec du nombre et avec beaucoup de monde, et on a partagé l'information, partagé les rôles. On est rentré dans des formes beaucoup plus pyramidales. Et c'est cette forme-là qui prévaut encore dans les systèmes, qui soient les grandes entreprises, les gouvernements, les armées, les ONG, enfin toutes les entreprises de grande taille, les organisations de grande taille. Et il y a quelque chose qui crisse depuis un bon moment avec ces formes-là, depuis, je dirais, depuis une bonne vingtaine d'années. C'est que ça permet, oui, une organisation puissante et qui peut être efficace. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui crient en nous en termes de sens, parce qu'on a perdu la vision globale de ce qu'on fait. Souvent, on perd le sens de pourquoi on fait les choses, parce qu'on n'a qu'un petit bout de l'information et on n'est pas forcément relié à la mission ultime de l'entreprise. Et puis qu'il y a aussi une perte d'autonomie et d'expression de la liberté, de la créativité qui va avec, et l'expression de l'être, en fait. Donc, beaucoup de jeunes ne veulent plus rentrer dans ces organisations-là aujourd'hui. Ils ont envie de pouvoir exprimer leur être, leurs valeurs, que les choses aient du sens. Il y a aussi un impact fort sur la nature elle-même, et donc un impact écologique de ces formes de gouvernance et de ces organisations pyramidales, parce qu'elles n'ont pas un cycle de production circulaire, comme on le voit émerger heureusement depuis une bonne dizaine, une quinzaine d'années, parce qu'elles cherchent à faire des économies d'échelle, donc elles prennent les intrants, elles les transforment, et puis elles cherchent l'efficacité pour produire une valeur ajoutée et des déchets. Voilà. Et puis, les déchets, on se les retrouve en intrants, etc. Donc, c'est... Tout est objet, en fait, quelque chose, c'est ça. C'est un système qui prend pas soin, mais qui voit toutes les choses et les gens comme des objets, comme des ressources. Oui, on peut le voir comme ça, vraiment. Oui, on voit comme des ressources, et d'ailleurs les personnes aussi comme des ressources. Et puis, même au plan humain, il y a ceux qui réussissent et il y a les déchets. Enfin, un système comme l'éducation nationale se retrouve aussi, parce que c'est une forme pyramidale à créer des gens qui ont réussi leur diplôme et les autres, on ne sait pas trop quoi en faire, etc. Donc, puis il y a aussi la difficulté de la complexité, parce qu'une organisation pyramidale, c'est une structure assez figée, à travers des organigrammes définis, et qui montrent leurs limites dès qu'on doit faire face à de la complexité ou à des changements rapides. Voilà. Ou quand on ne peut plus prévoir aussi facilement qu'avant les changements, puisque le paradigme de la pyramide, c'est prévoir et contrôler. Donc on se donne un objectif, on aligne toute l'organisation sur cet objectif et on contrôle régulièrement, avec toutes sortes de dispositifs de contrôle, qu'on est bien en train de réaliser l'objectif, d'atteindre l'objectif. Et ça suppose un environnement à peu près stable et des informations qui soient maîtrisables et fiables. Or, aujourd'hui, les environnements qui soient économiques
politiques, écologiques, sociaux sont extrêmement instables. On le voit, on peut avoir un retournement de gouvernement. On a eu encore la semaine dernière, nous, une grande surprise en France. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas quelles vont être les orientations. Et donc, en fait, une structure figée ou rigide ne peut pas faire face à la diversité. Et c'est là que, depuis déjà une bonne vingtaine d'années, des formes plus souples arrivent, qui remettent de l'écoute, de la concertation, qui remettent du cercle à des endroits où il y a besoin d'en mettre plus, c'est-à-dire plus d'horizontalité, et qui passent progressivement vers un paradigme qu'on pourrait appeler sentir et s'ajuster. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'agilité. Alors bien sûr, tous les processus agiles, même y compris les processus industriels, ont aussi déjà depuis un bon moment initié cette évolution. Donc déjà dans l'organisation du travail. Et puis là, de plus en plus, il y a une aspiration à remettre plus de sens, plus de liens, plus d'écoute de ce qui se passe et plus de place à l'intuition pour pouvoir piloter des organisations avec souplesse. Voilà. Alors ça demande beaucoup d'agilité, beaucoup d'autres capacités, des nouvelles postures aussi qui mettent du temps à arriver. Voilà. Mais en gros, on pourrait résumer les gouvernances partagées par le mot de participation, parce que tout le monde est davantage mobilisé dans les prises de décision, le mot de responsabilité, parce que chacun va pouvoir davantage mesurer et prendre ses responsabilités par rapport à tout ce qui se déroule. Et puis, souplesse, agilité. Voilà. Mais ça, c'est une version qui ne parle pas des écueils, qui ne parle pas des limites. C'est juste, voilà, quelques grands traits. Oui, on introduit, mais ça me fait déjà penser à différentes choses que je vais te soumettre pour que tu puisses réagir. Sur la notion, effectivement, de hiérarchie, je vois aussi, j'ai en ligne de mire cette notion de domination. J'ai l'hypothèse, qui est bonne ou pas, qu'une grande partie de ces logiques de domination est liée aussi à la domination des... je ne sais pas où il a fait la poule et le démarrage, mais à la domination déjà des adultes sur les enfants. C'est-à-dire qu'on a tous grandi dans des systèmes où on était dominés en tant qu'enfant par les adultes. On a d'ailleurs fait 2 épisodes avec Dalibor Milovanovic qui a beaucoup travaillé sur ce sujet de la domination adulte sur les enfants. Et donc, je pense qu'on est nombreux à aspirer à autre chose que ce système de domination. Mais c'est pas si simple à vivre, et on en parlera effectivement après. Peut-être parce qu'on est peu préparé à autre chose, parce qu'on a tellement subi ça que c'est un système qu'on connaît, avec lequel on a juste le confort de l'habitude. Et l'impression que j'ai, je dis impression parce que c'est à la fois une expérience et oui, une impression que j'ai eue, c'est que en fait, quand on veut être dans des organisations plus transversales, plus communicantes, plus agiles, en fait, on va multiplier les interactions. On le voit aussi dans les écoles qui sont alternatives. Les enfants ont été quelques années à l'école d'Ecroley. Moi, je me disais, mais on augmente forcément les interactions. Il y a beaucoup moins de hiérarchie qui va contrôler, qui va interdire la communication. Donc, forcément, il y en a plus, il y a plus d'interactions. Donc, il s'agit d'apprendre à réguler, communiquer ensemble pour que ces interactions, elles soient justes et constructives et que ça ne soit pas plus de domination de petits groupes sur d'autres. Et à l'école, à ce moment-là, il m'avait dit non, mais en fait, la pédagogie, elle suffit. Et en fait, elle ne suffisait pas. À mon sens, et c'est ce que j'ai vu aussi dans des équipes agiles, pour en avoir accompagné pas mal, c'est que finalement, on multiplie les interactions. Donc, c'est là que la communication non violente et les processus socratiques aident beaucoup, parce que ça donne des outils, des manières de faire pour pouvoir faire autrement que par la domination et le rapport de force. Et donc, tout ça fait que c'est à la fois très chouette et pas si simple. Et ce que j'avais vu aussi, notamment en discutant avec Thibaut Brière, qui est un philosophe qui s'est pas mal intéressé à ces questions de toxicité du management, c'est que dans les organisations, parfois, qui veulent être très horizontales, mais où les gens n'ont pas encore une grande maturité émotionnelle, en fait, on a parfois plus de toxicité, plus de manipulation que dans une organisation hiérarchique qui a ses défauts. C'est d'être dans un système pyramidal, mais au moins qui a l'avantage de la clarté, et où il y a moins de manipulation, de non-dits, d'injonctions contradictoires et de dissonances.
Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mon Dieu, c'est énorme là, tout ce que tu viens de dire. C'est énorme. Oui, j'ai envie de faire plein d'échos, enfin en tout cas quelques-uns. Déjà sur la domination, je te rejoins complètement sur l'idée qu'on a beaucoup reçu par éducation et culture, autant que nous sommes à notre époque. Nous avons intégré une structure de domination. Il y a bien sûr cette structure d'autorité parentale sur l'enfant. Il y a aussi une domination du principe masculin sur le principe féminin. Je préfère l'appeler principe, même si c'est bien souvent le masculin aussi quand même, qui est au poste de commande et de décision dans nos familles et dans nos entreprises depuis longtemps. Et les figures d'autorité sont souvent masculines aussi. Et y compris la vision qu'on a de la nature aussi, c'est culturellement, dans la religion, en tout cas dans les religions judéo-chrétiennes, il y a cette vision de l'homme qui domine la nature. Donc il y a comme s'il y avait un besoin de dominer pour contrôler et évacuer nos peurs, enfin dominer nos peurs davantage. Finalement, il me semble que c'est de ça qu'il s'agit, c'est que le contrôle est une réponse, et le contrôle par la domination est une réponse à la peur du chaos et de ce qui se passerait s'il n'y avait pas ce contrôle et cette domination. Or, les paradigmes qui commencent à faire confiance davantage, que ce soit dans l'éducation de l'enfant ou dans des startups où il y a plus de liberté de s'organiser à partir de l'élan, des compétences et des hiérarchies naturelles plutôt que des hiérarchies fonctionnelles qui sont décrétées avec les galons ou des rangs, eh bien, sont en train de se rapprocher davantage de ce qui se passe dans la nature, en fait, tout simplement. Dans la nature, ça coopère. Donc, des gens comme Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, qui travaillent ensemble notamment sur le biomimétisme, nous montrent que la loi de la nature et de l'évolution, il n'y a pas que qui le font, il y en a pas mal d'autres, et notamment Pierre Rabhi, d'ailleurs, aussi avait fait un livre là-dessus, que le principe d'entraide, le principe de coopération et le principe de symbiose est fondamental dans l'évolution du vivant. Et c'est comme si, pour les êtres humains, cette confiance dans le vivant, elle n'est pas encore là, et du coup, il y a besoin de l'expérimenter, et on y va à tâtons. Et ça veut dire aussi remettre du féminin à l'honneur, dans sa capacité réceptive, intuitive, d'écoute, de parole, de sensibilité. Et tout ça, je le vois comme un grand apprivoisement que nous avons tous à vivre, mais à l'intérieur de nous aussi, parce que comme ces structures, nous les avons intégrées en nous, quand on veut faire un pas vers quelque chose qui est un peu plus libre, dans lequel il y aurait un peu moins de contrôle, les peurs sont là. Or, c'est là où moi, je suis très contente d'avoir aussi le volet de psychothérapie, parce que c'est tout simplement accompagner l'évolution intérieure, la psychothérapie, mais de tout le monde. Je dis ça pour éviter de cantonner la vision de la psychothérapie comme étant des pratiques qui vont aider les gens vraiment avec des pathologies graves, psychiatriques, à se soigner. Non, il s'agit d'aller regarder nos rouages intérieurs pour voir à quel endroit on a intégré ces dominations qui nous rendent rigides et qui nous rendent résistants à l'évolution qui pousse aujourd'hui et qui dit mais retrouvons le vivant en fait. Retrouvons le vivant. Donc voilà, alors ça c'est tout un volet. Donc moi j'ai d'ailleurs fait toute une conférence sur le principe de passer de la domination à la coopération. Mais là, donc on ne va pas ouvrir ça de trop parce que ce serait colossal, mais c'est quand même intéressant de voir que même au niveau biologique, nous sommes structurés et conditionnés à nous défendre. Et dominer ou contrôler, c'est une manière de se défendre. Donc la coopération peut émerger chez nous, êtres humains, quand on va vers d'autres modes de relations qui vont faire davantage de la place à la confiance et à l'expérience de la coopération elle-même, qui va engendrer une dynamique vertueuse dans laquelle, parce qu'on coopère et qu'on voit qu'on a un bénéfice à mettre en commun, à se soutenir les uns les autres, et que ça remplace bien avantageusement les structures classiques d'exécution par la domination ou la pyramide hiérarchique descendante, alors il y a quelque chose qui peut se mettre en mouvement. Mais ça passe d'abord par une expérience à faire.
et aussi d'aller regarder en nous les structures que nous portons et qu'on reproduit à l'extérieur de nous parce qu'on les porte à l'intérieur. Voilà. Après, ce qui a été dit par ce Thibaut Brière, je le partage tout à fait, au sens où, je vais le redire là, donc dans certaines structures qui laissent libre cours à l'expression de chacun sans forcément poser beaucoup de cadres, eh bien, les personnes qui sont les moins outillées pour s'exprimer, s'affirmer, qui sont moins aisées dans la prise de responsabilité, peuvent être broyées, tout simplement. Donc, moi, je dirais attention, si on va vers des gouvernances plus participatives, à créer des cadres de soutien à la mesure de ce qui doit être vécu comme responsabilité partagée. Et finalement, la forme pyramidale offre un cadre, bien souvent de facto. Et un des moyens d'aller vers des gouvernances partagées qui vont être respectueuses de chacun, eh ben, c'est d'aller élaborer ce cadre qui va créer de la sécurité pour chacun, et notamment parce que les vulnérabilités qui font partie des richesses, si elles ne sont pas, elles n'ont pas de cadre pour s'exprimer, alors on va continuer de fonctionner à partir de mécanismes de défense, et on va faire la même chose, de l'ancien, avec une forme nouvelle, mais finalement, où c'est une sorte de loi du plus fort qui va continuer de l'emporter, sans garde-fou. Donc ça peut être encore plus terrible, c'est-à-dire que les personnes qui ne font pas ce travail intérieur de conscientiser à partir de quoi elles agissent, eh bien alors, ces mécanismes-là de domination intérieure vont se reproduire sur toute personne qui va leur apparaître plus faible. Donc ça demande une immense maturité, en fait. Et comme toute maturité, elle s'acquiert par un processus de maturation, et elles ne peuvent pas se faire par décret. Voilà, il me semble qu'on est là-dedans. Oui. Si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer, tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières, et fleurirais des sables fruits, même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit, on ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerai des Éden, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de mains tendues. Tu parlais aussi d'ailleurs, toi, d'intuition tout à l'heure, de féminin, d'intuition. J'aimerais bien qu'on ouvre une petite fenêtre là-dessus, parce que toi, j'écoutais encore des travaux de recherche qui parlaient d'intuition ou de réflexion, et tous les travaux de recherche dont je connais l'existence, en fait, voient l'intuition comme le mot anglais, c'est-à-dire l'intuition comme somme de nos expériences acquises et fonctionnement réflexe. Quand on prend Daniel Kahneman, c'est le système 1 qui est le système réflexe intuitif, qualifié d'intuitif, puis le système 2 qui est analytique et qui prend du temps cognitivement. L'intuition dont tu parles, à mon sens, c'est pas celle-ci. C'est l'intuition qui vient du fait qu'on capte plein de choses dans notre environnement, qu'un petit nombre revient à la conscience, et que une grande partie, je ne sais pas si c'est 90%, je ne suis pas sûre qu'on soit très très bien documenté sur ce pourcentage, mais en tout cas, une grande quantité d'informations ne reviennent pas à la conscience, mais vont arriver par des émotions, des sensations physiques, des choses qui vont sédimenter progressivement en nous, puis qui vont arriver comme ça, et ce n'est pas juste de l'expérience passée.
Donc, il y a une richesse dans l'intuition, à mon avis, dont on ne parle pas beaucoup dans la recherche ou dans ce qu'on dit en général dans le monde économique sur l'intuition. Mais la difficulté aussi d'intuition dans sa communication, c'est que comme souvent, elle manque un peu d'arguments objectifs, ça revient aussi à imposer des choses. Quand parfois un patron dit moi je sens ça ou je sens pas ça, c'est aussi une manière d'imposer des choses. Et j'ai parfois interviewé des gens qui disaient qui faisaient de l'intelligence collective du système ou autre, et je me suis demandé dans quelle mesure en fait ils n'allaient pas imposer quelque chose sous couvert d'intuition ou sous couvert de moi j'ai l'information du système, mais finalement c'était une autre manière d'imposer des choses qui étaient pas partagées et qui étaient personnelles. Donc bien sûr avec la maturité dont tu parles ça n'existerait pas, mais c'est aussi une des grandes complexités je crois de ces approches qui sont encore peut-être balbutiante dans certains environnements. On peut mettre en place des pratiques pour que chacun s'exprime, prenne le temps. Enfin, il y a tout un cadre qu'on peut mettre en place dont tu pourras parler si tu as envie, autant que tu le souhaites. Je ne sais pas si sur ce côté intuitif, est-ce que tu as pu mettre en place aussi des garde-fous ou un cadre qui permet qu'il n'y ait pas quelqu'un qui impose un peu son intuition aux autres? Alors, déjà, dans ce que tu dis, j'aimerais préciser le sens que je donne au mot intuition. J'ai dit que c'était une disposition féminine, j'aimerais préciser à ça aussi parce que les hommes en sont tout à fait dotés. Je mentionne l'intuition comme un processus de connaissance qui émerge plus à la faveur de notre cerveau, justement, le cerveau droit qui est plus analogique que linéaire ou analytique. Et les artistes ont souvent un fonctionnement qui va partir, qui va utiliser ces fonctions-là. Et donc, c'est une dimension qui est présente chez chacun. Et dans ma perception de ce mot-là ou de cette réalité, de la réalité que ça recouvre, cette intuition, elle nous permet de mettre d'une part en connexion avec des informations qui sont disponibles dans l'environnement à un moment T, et aussi de percevoir des choses qui ne sont pas seulement issues du passé, mais qui sont des inspirations. Beaucoup disent que ce cerveau droit est connecté au cœur aussi, c'est-à-dire au cœur qui sait, le cœur qui a des aspirations qui sont reliées au goût que ça a d'anticiper du bon, du beau et du vrai. Les trois transcendantaux des philosophes nous parlent bien de quelque chose dont l'être humain a la préscience, a l'avant-goût, et qu'il a envie de faire advenir. Et ça, c'est pas seulement une expérience du passé, parce que les gens, les plus grands pionniers, eh bien, ne sont pas mus, au contraire, par leur expérience du passé, à part pour dire qu'elles sont dépassables. Donc, c'est bien parce que c'est le futur qui les appelle. Et donc, pour moi, selon moi, l'intuition, c'est vraiment cette capacité à aller venir du futur vers le passé et faire advenir des choses dans la réalité d'aujourd'hui parce qu'on en a la préscience et on le sent et on le sait. Alors après, on a envie de dire quelque chose à cet endroit-là, parce que sinon j'enchaîne sur le ressenti qui n'est pas tout à fait la même chose. Je suis vraiment en phase avec ça. Et je me posais simplement la question, l'idée c'est bien de partir du cœur, et on a parfois, les uns ou les autres d'ailleurs, une intuition qui arrive, une inspiration. Et d'ailleurs, moi j'ai parfois eu l'impression qu'elle arrive dans la bouche de quelqu'un, mais elle aurait pu arriver dans la bouche d'un autre, parce qu'elle est là un peu dans l'air, en fait, un peu comme une petite abeille, ou voilà, quelque chose qui est dans l'air du temps, et donc elle va sortir dans la bouche de l'un ou de l'autre, et dans ce cas-là, elle est complètement bienvenue, et en fait voilà, quelqu'un va dire quelque chose qui parle à tout le monde, et donc il y a aucun sujet de rapport de force dans cette histoire, et c'est des moments merveilleux, c'est des moments un peu de flot collectif, et c'est des moments qu'on a tous envie de vivre parce que c'est tellement bon, en fait, c'est à la fois vrai, bon, juste, ça prend en compte tout le monde, enfin, c'est des moments vraiment vraiment merveilleux. Et il y a parfois où quelqu'un peut avoir cette impression très forte qu'il a une intuition qui parle de l'avenir, mais en fait qui parle juste de son désir personnel, ou ça peut être quelque chose d'ajusté peut-être au niveau du cœur, mais parle de son désir personnel. J'ai plusieurs fois fait l'expérience d'être face à des personnes qui avaient cette intuition très forte, qui était très personnelle, qui n'était pas forcément partagée par les autres, et qui avaient du mal à entendre que
même si c'était fort chez eux, ça ne résonnait pas forcément pour le collectif. Et je me disais, c'est pas simple de ne pas rentrer à nouveau dans une bataille de rapport de force. Peut-être que le cadre que tu poses arrive à juguler ça. Ou peut-être que le fait d'avoir été suffisamment en lien ensemble avant fait que les personnes vont écouter les autres ou que tout le monde va pouvoir s'exprimer. Enfin, voilà, je me posais juste cette question qui était liée aussi à la toxicité dont parlait Thibaut Brière, du fait que d'un des écueils du fait d'écouter nos intuitions et le reste qui fait que en fait c'est pas si simple d'arriver à être juste sur des choses qui sont pas factuelles et pas objectives, mais qui sont l'impression de l'avenir, enfin des choses très belles, hein, mais qui sont moins simples à orchestrer ensemble. Ouais, je t'entends bien là-dessus. Il y a deux choses, il me semble, là, que tu viens de soulever. C'est l'idée qu'il y a des intuitions qui sont mûres à un moment et du coup, elles sont captées, même si elles sont émises par seulement une personne. Elles sont elles sont déjà présentes dans le champ. J'aime bien ce terme-là qu'on utilise d'ailleurs aussi dans le travail d'accompagnement individuel, où il y a quelque chose qui est dans le champ, qui est disponible et que l'un ou l'autre va dire. C'est vrai dans un groupe aussi. Et il a été montré d'ailleurs que les grandes découvertes ont émergé à plusieurs endroits en même temps sur la planète, souvent, même s'il y en a, voilà, une personne a mis son nom dessus parce que c'est elle qui l'a déposé avant. Pour autant, c'était dans l'air, comme tu le dis. Voilà. Oui, le téléphone, tout ça, plein de choses, oui. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir ça. C'est comme s'il y a une ouverture, une disponibilité collective qui nous rend prêts à capter le pas suivant. Bon. Ensuite, il se peut que, effectivement, certaines personnes soient mues ou animées reçoivent des intuitions qui ne sont pas partagées par d'autres. Alors, là, il y a la question du pouvoir qui arrive, c'est à quoi on va donner le pouvoir. Et dans les gouvernances partagées, je trouve précieux que quelque chose soit mis en place pour nommer ce qu'on appelle une personne source, selon le concept de Peter Koenig, qui dit que dans tout collectif, finalement, et dans toute organisation, il en a observé des quantités, il y a une personne qui a justement une intuition de quelque chose et une vision qui accompagne cette intuition de la manière de procéder, même si au début la vision est peut-être assez floue sur les manières de procéder, mais c'est une personne qui reçoit une inspiration de quelque chose et qu'à l'origine finalement de toute initiative qui va prendre ensuite une forme collective, il y a une personne, voilà, qui l'a captée. Et que quand cette personne ne se reconnaît pas elle-même ou qu'elle n'est pas reconnue par les autres, alors on se prépare à la cacophonie et on constate qu'il y a des conflits, des dissensions et des choses qui sont parfois, qui vont causer la perte du projet ou l'anéantissement de l'idée. Et donc, je trouve ça intéressant d'être clair quand on a un fonctionnement en collectif, que ce soit une entreprise, une association, un projet, un éco-village, voilà, comme c'est le cas d'ailleurs dans l'éco-village où je suis, d'être clair sur qui est la personne source. Parce que ça va nous permettre justement de savoir que cette personne lui est attribué un rôle qui est le rôle de pouvoir discerner si les idées qui arrivent sont en raccord avec l'intuition qu'il a traversée et qui a fédéré les gens autour d'elle. Cette personne source, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui va être autoritaire ou solitaire non plus, parce qu'elle va être rejointe par des personnes qui vibrent au même diapason qu'elle. On pourrait dire qu'une intuition, c'est comme une note et qui va devenir la raison d'être du projet. Hein. Donc ça, c'est la manière de déplier la notion d'intuition comme ça, subtile, dans une organisation. C'est la raison d'être, donc la mission de cette organisation. Bon, de plus en plus d'entreprises se dotent aujourd'hui. Et les personnes qui vont la rejoindre, c'est qu'elles vibrent au même diapason. Et c'est précieux parce que ça veut dire qu'un peu comme une cellule souche qui démarre sa vie avec dans le noyau tout ce qu'il faut pour créer un organisme vivant nouveau, et bien dans ce noyau, il y a l'ADN qui va lui permettre de se démultiplier, mais aussi que cet ADN va se retrouver dans toutes les cellules et ça va organiser un corps vivant. Et il y a une membrane autour d'une cellule souche qui permet que les bons nutriments, donc ceux qui vibrent positivement par rapport à cette cellule, ils vont pouvoir la nourrir,
vont pouvoir rentrer dedans, et ceux qui ne vont pas pouvoir la nourrir vont rester à l'extérieur. Donc tout ça, on vient de parler d'une organisation en fait. Il y a une personne source, la personne source, c'est celle qui capte cet ADN initial. Alors, bien sûr, cette personne-là a aussi un ego qu'il faudra réguler si jamais à un moment il prend le pouvoir sur tout le monde sous prétexte qu'il est la personne source. Mais d'abord, moi, ce que je remarque, c'est que les personnes sources sont pas forcément des forts caractères à vouloir s'imposer. Donc, souvent, elles ont besoin d'être soutenues dans le fait que c'est elles qui ont une vision et qu'on a besoin de leur discernement. Et que c'est ça qui va réguler le groupe. C'est quand elles sont vraiment à leur place. Et que si tout le monde exprime son intuition à tout bout de champ sans avoir justement ce rôle, soit de personne source, alors je vais préciser que il n'y a pas qu'une personne source dans une organisation, il y a aussi des personnes qui sont des sources de certaines dimensions du projet, qu'on peut appeler des sources spécifiques, c'est comme ça qu'ils les appellent, Peter Koenig, ou des sous-sources, et qui sont elles aussi dans leur souveraineté, dans leur intuition émergente, et qui vont, autant que possible, dans leur autonomie, apporter toute cette dimension-là à l'organisme collectif auquel elles appartiennent. On pourrait prendre aussi les exemples du corps humain, où, bien sûr, dans la cellule souche, il y a l'ADN de fond de tout l'être vivant, mais ensuite, quand l'organisation va se démultiplier, il va y avoir des cellules qui vont être le foie, une autre qui va être un ongle de pied, et ce n'est pas les mêmes, même si elles ont le même ADN de fond. Et heureusement que le foie, il est libre de faire des cellules de foie, parce que sinon, ça poserait un problème si jamais on voulait le contrôler. Et voilà, le vivant nous montre encore une fois un truc incroyable. C'est comment ça coopère avec harmonie quand chacun est à sa place. Voilà. Donc, il s'agit de savoir sur quoi chacun va exprimer ses intuitions. Est-ce qu'il est en train de les exprimer dans sa zone de responsabilité, dans son périmètre, on dirait en entreprise, dans son périmètre de responsabilité et de souveraineté, et qu'il est aussi prêt à se laisser réguler par les autres et c'est ça que permettent les gouvernances, notamment l'holacratie, la sociocratie, donc ces gouvernances dynamiques, parce que souvent on dit partagées, mais elles ont une vertu, c'est d'être dynamique et autorégulée, au sens où quand on essaye quelque chose, si à un moment ça crée des dégâts, eh bien tout le monde va pouvoir le dire, enfin ceux qui sont impactés vont pouvoir le dire de manière à réguler. Donc on n'est pas dans comment dire, l'hégémonie d'une intuition toute puissante qui commencerait à s'imposer aux autres sans régulation. Voilà ce qui peut nous aider à voir à quel moment faire usage de l'intuition, chacun dans son rôle. Oui, merci d'avoir précisé ça. Et tu voulais parler du ressenti. Alors le ressenti, parce qu'en fait souvent on dit je sens que, et c'est pas le même mot qu'on peut faire venir l'intuition, qu'on peut parler d'une intuition, mais on peut aussi, avec le ressenti, mentionner des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'émotion, ou du sentiment. Est-ce qu'il y a encore autre chose, ça c'est pas la même sphère que l'intuition. Et le ressenti, il a beaucoup de place dans les gouvernances partagées, dans les prises de décision, parce que c'est quand même aussi lui qui va être convoqué, et pas seulement l'analyse mentale, pour sentir si c'est juste ou pas. On n'a pas forcément une grande idée là, à cet endroit-là. On voit qu'il y a une proposition qui arrive dans un cercle de décision, avec des processus de décision par consentement, comme ils existent dans ces gouvernances partagées, ou de décision intégrative, comme l'appelle l'holacratie, et chacun va être invité à écouter son ressenti pour sentir justement si c'est aligné pour lui, et si il y a aussi des dangers et qui peuvent se signaler à travers un ressenti d'inconfort. Voilà. Donc, le champ émotionnel est beaucoup plus convoqué, et je suis heureuse de ça, parce que c'est en fait l'émotion nous relie directement au vivant, là où le mental souvent il perçoit pas tout. Voilà, le ressenti, c'est un mot général qui peut très bien parler de tout ça, quoi. Et qui a toute sa place, et notamment quand on veut écouter sa passion et sa joie. Parce que là j'ai parlé des inconforts, mais il y a aussi tout simplement le fait d'écouter son ressenti est un sacré indicateur de la bonne direction de sa propre vie et d'une organisation. C'est est-ce que ça génère de la joie? Est-ce qu'on est enthousiaste à faire ce qu'on fait? Et ça, c'est le ressenti qui nous le dit. C'est pas seulement le devoir ou parce que ça va générer de l'argent qu'on est content. J'espère que non, et c'est ça aussi qui
craque un peu de partout aujourd'hui, c'est que ça suffit plus de vouloir faire de l'argent. Voilà. C'est important de rappeler ça, que les émotions, ça nous met en mouvement et que la joie, ça sert à nous faire aller vers ce qui est bon pour nous, quoi. Exactement. C'est un indicateur extrêmement précieux du nord, hein, c'est notre boussole, quoi. C'est de notre nord intérieur, quoi. Du coup, je suis rayonnante, et puis je contribue aussi à mon entourage parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui soit autant contributif que quand il est dans sa joie, dans sa passion, dans son expression créative la plus enthousiaste. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Alors, puisqu'on est dans la joie, est-ce que tu voudrais nous partager avec nous des réussites collectives, des belles expériences collectives que tu as vécues? Alors, j'ai souvenir comme ça de moments, et tu as mentionné ces moments où on est ensemble transcendés par une idée qu'on n'avait pas eue tout seul, mais qu'ensemble, on voit émerger. Ça, voilà, mon parcours est sillonné de ce genre d'expérience où il semblerait qu'on a comme un cerveau collectif qui s'est mis en œuvre. De même que dans le cerveau, c'est les synapses qui font l'intelligence, hein, c'est la connexion entre les neurones qui fait l'intelligence, c'est pas les neurones eux-mêmes. On sait très bien que voilà, quand ça circule, ça fait ça. Et bien, dans un collectif, quand à un moment, l'ego apeuré lâche le contrôle et offre généreusement ses idées, ça rebondit, ça fait des volutes, des spirales, des idées qui se partagent. Et à un moment, il y a une évidence qu'elle a. Voilà. Ça, combien de fois j'ai vécu ça? Il y a une évidence qui est partagée par tous, et ça n'a pas besoin de sortir au forceps ou parce que quelqu'un va essayer de convaincre les autres. C'est juste que c'est comme un accouchement collectif de quelque chose qui nous inclut et nous transcende en même temps. Voilà. Mais on est tous inclus dedans et transcendés. Et cette transcendance, c'est une expérience de la coopération qui est jouissive, qui nous donne le goût d'aller quand même vers l'autre, alors que c'est quand même galère aussi de temps en temps de travailler avec les autres. On n'a pas beaucoup évoqué ça, mais combien c'est difficile. Donc heureusement qu'il y a ce goût-là et ces succès-là qui font un moment que oui, ça vaut le coup de se mettre en lien parce que je me transcende en fait. Je donne le meilleur de moi quand je suis avec l'autre. Voilà. Alors, moi, c'est des expériences que j'ai vécues en accompagnant des équipes dirigeantes qui me disaient à des moments, mais on n'a jamais travaillé comme ça. On n'a jamais travaillé comme ça. Ils étaient à se passer la boîte de Kleenex en pleurant tellement à la fin, ils se disaient mais comment c'est possible qu'on se soit passé à côté les uns des autres et qu'on n'ait aussi pas réussi à avoir cette fécondité. Encore un mot féminin, hein, même si le masculin justement participe beaucoup à la fécondité. Donc voilà, c'est ce goût-là de la fécondité. Dans les organisations dans lesquelles moi j'ai eu l'occasion d'être partie prenante, j'ai envie de mentionner le réseau des formateurs en communication non violente parce que c'est une communauté d'expérimentation qui incarne ses valeurs et qui vit vraiment la coopération et qui me bluffe complètement par sa maturité, par sa capacité à intégrer les expériences comme occasion de progresser en permanence, d'accueillir de la nouveauté tout en respectant
un fond commun qui fait partie de l'identité du collectif, et tout en étant dans une dynamique d'évolution permanente. Donc moi, c'est un des lieux où j'ai le plus appris, expérimenté, et que j'honore énormément. Voilà, pour donner un exemple de communauté vivante qui m'inspire bien, parmi d'autres. Qu'est-ce qui a permis ces moments de flow, de magie, d'intuition partagée, où quelque chose émerge comme ça du collectif qui n'était pas là avant? Est-ce que c'est la qualité de présence que tu as eue avec ces groupes ou que vous avez eu collectivement? Est-ce que c'est ce cadre à la fois de sécurité et de fécondité que tu as mis en place? Est-ce que c'est encore d'autres choses? Alors, avant de répondre à cette question, j'ai aussi envie de mentionner une autre communauté que j'aime beaucoup, qui est la coopérative Oasis, qui soutient l'incarnation de cette idée justement de vivre ensemble dans des espaces partagés, qu'ils soient d'ailleurs en ville ou à la campagne quand même de préférence, pour avoir un lien avec la terre. C'est quand même une idée qui vient de Pierre Rabhi et qui a donné lieu à travers Mathieu Labonne, son directeur, qui était l'ancien directeur de Colibri, à toute une dynamique dans laquelle il y a énormément de soin qui est mis et je vais aller vers ta question du coup, aux formes d'animation, aux postures aussi bien de participants que d'animation, et qui est un autre lieu pour citer une deuxième communauté où je vois beaucoup de fertilisation des esprits et des cœurs grâce à des espaces qui sont vraiment dédiés à écouter ensemble ce que la vie a envie de dire. Voilà. Alors, ce qui aide, j'aime bien ta question, parce que c'est quand même vraiment précieux de savoir créer les conditions favorables en fait, à l'émergence de ce flot collectif. Je crois que c'est la conscience de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire la conscience qu'il y a en nous différents endroits avec des mécanismes conditionnés qui vont avoir tendance à contrôler, à se défendre, à lutter, et qu'il y a suffisamment de maturité pour les observer et ne pas en être le jouet. Voilà. Les observer, écouter ce qu'ils ont à nous dire, mais pas leur laisser la bride sur le cou, pour aller plutôt dans cet espace intérieur que chacun peut trouver, qu'on va appeler centrage, qu'on va appeler cœur, qu'on va appeler l'espace de neutralité. Voilà, il y a plein de noms pour parler de cet espace qui est disponible. Parfois, on parle de l'observateur en nous, le soi ou le self, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'IFS. Tout le monde a ce noyau à l'intérieur de lui ou d'elle, qui est un espace d'ouverture qui est extrêmement propice à la coopération. Donc, dès lors que les membres ont conscience de ça et qu'un animateur sait aussi inviter à un moment de centrage pour aller vers le calme intérieur, alors on va augmenter les chances que ce qui va sortir de notre échange va soutenir la co-création. Une des choses qui aide beaucoup, c'est de veiller à la sécurité, non pas physique, là je ne suis pas en train de parler de mettre des rampes sur les escaliers, mais de la sécurité, de la sécurité relationnelle. C'est-à-dire que si une personne sent qu'elle va pouvoir s'exprimer sans être critiquée, jugée, tout de suite qu'on essaie de défendre le point de vue opposé parce qu'on est dans des vieilles habitudes de débattre pour obtenir, pour faire plus de vérité, on croit qu'il faut avoir l'ascendant. Tout ça, c'est des mécanismes à laisser dehors. Et pour les laisser dehors, ça suppose qu'il y ait la sécurité, que la parole de chacun peut être accueillie, qu'il n'y aura pas de jugement, qu'on a le droit de se tromper, qu'on fait des essais-erreurs comme seul moyen d'apprendre d'ailleurs. Et donc ça crée de la sécurité pour que chacun puisse oser s'exprimer. Voilà. Donc des règles du jeu de parole qui respectent l'expression de chacun, c'est très précieux. Parce que finalement, en tant qu'être qui avons besoin de survivre, le premier critère, c'est de se sentir en sécurité. C'est est-ce que ici je suis accueillie, est-ce que ma parole va l'être? Et à partir de là, je vais pouvoir aller vers plus ma vulnérabilité et aussi plus de la nouveauté qui peut déranger, qui peut détonner. Si ça c'est possible, alors l'intuition va pouvoir arriver. Sinon, je vais sortir que les vieilles idées qui ont déjà fait leur preuve et on va faire toujours la même chose.
Donc, c'est vrai que les conditions favorables, c'est toutes celles qui autorisent aussi une fois que la sécurité est là, à rêver, à imaginer, à envisager des choses inédites. Et de le faire à un moment propice à ça, c'est-à-dire que notamment, ce que je trouve précieux dans les réunions où on veut aller vers ça, c'est de différencier les moments de divergence ou d'émergence, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire les moments où tout est bienvenu, et on va écouter toutes les idées et on va se laisser résonner, voilà, parce que y a ce chant dont on parlait tout à l'heure, choses qui sont dans l'air et qui vont circuler entre nous. Et on va distinguer cette phase d'émergence divergente avec la phase de convergence, qui est un autre moment dans la réunion, où on va dire maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de retenir de ça, qu'est-ce qu'on va ramener dans la réalité, dans le concret, qu'on va mettre en œuvre. Et bien souvent, quand on ne s'autorise pas à cette phase ouverte d'émergence et divergence, alors on ne fait que ce qu'on a toujours fait, parce qu'on veut passer aux prises de décision immédiatement, au lieu de se donner le temps. Voilà, le temps d'être là dans le présent et d'écouter ce qui vibre en nous, quoi. Voilà ce qui vient. Ça me donne envie de redire quelque chose que tu viens de dire, mais c'est parce que peut-être que les personnes qui nous écouteront, ils ne sont pas très habitués, donc c'est pour vraiment appuyer dessus. Ce que tu dis dans cette sécurité relationnelle qu'offre le cadre dont tu parles, on va aussi être surpris nous-mêmes par ce qui sort de nous, par ce qui arrive en nous. En fait, parfois, on a l'idée de s'autoriser à dire des choses qu'on pense depuis longtemps et qu'on n'a pas encore osé dire. Mais en fait, cette fécondité, elle apparaît, si je te comprends bien et dans l'expérience que j'ai vécue, quand on s'autorise à faire émerger en nous des choses qu'on ne connaît pas encore. Tout à fait. Tout à fait. Et cet étonnement qui survient, eh bien, il y a une qualité que j'aime beaucoup convoquer en moi-même et quand j'anime un groupe, c'est la curiosité. Et là, je vais honorer Richard Schwartz, le fondateur de l'IFS, parce que lui, en tant que psychothérapeute, il a remarqué que dès lors qu'il ouvrait son intérêt avec curiosité envers ce que les gens avaient à dire, eh bien, sortait d'elle-même, de ces personnes, à des choses qu'elles n'imaginaient même pas porter en elles. Et c'est l'une des 8 qualités qu'il a mis en évidence, d'ailleurs, du soi, du self, c'est-à-dire notre conscience supérieure, celle que je mentionnais tout à l'heure comme étant l'espace d'ouverture par excellence qui permet d'accueillir tout et de tout créer. Et c'est la qualité la plus accessible, la curiosité. C'est-à-dire que, voilà, il y a d'autres qualités ensuite qui vont être peut-être la créativité, le courage, la compassion, mais ça, c'est des qualités qui peuvent prendre un petit peu plus de temps avant de s'installer. Mais la curiosité, à tout moment, je peux me dire, tiens, je vais essayer d'être curieux pour ce qui se passe dans cette personne, dans ce qu'elle a à dire. Je vais être curieuse pour les émotions que je suis en train de ressentir. Parce que quand je suis curieux, je ne suis pas identifiée à mes émotions, je ne suis pas embarquée par mes émotions. Donc c'est une attitude qui est une perle absolue, la curiosité. Et en plus, elle est neurologiquement incompatible, la curiosité, avec la peur et avec la colère et l'agressivité. C'est pas possible d'avoir en même temps, c'est un peu comme l'huile et l'eau qui peuvent se mélanger. Donc si je sens que je commence à avoir par exemple de l'agacement, de la colère qui monte, et ça c'est sûr que ça c'est un éteignoir d'intuition et de coopération. Donc je peux devenir curieuse pour mon agacement. Tout simplement. Et dès que j'ouvre la curiosité, il y a quelque chose de cet agacement et de cette colère qui va s'apaiser. De même pour la peur. Je peux devenir curieuse pour la peur de quelqu'un qui parle en réunion, disant oui, mais je ne voudrais pas qu'on fasse ça parce qu'il est déjà arrivé ci, je ne veux pas que ça recommence, etc. Je vais devenir curieuse pour l'expérience de cette personne, pour voir si cette expérience, elle était vraiment conditionnée par un certain contexte. Est-ce qu'elle a aujourd'hui des raisons de devoir se reproduire, ou est-ce qu'on est en train de juste d'avoir des fantasmes de peur qui n'ont plus lieu d'être, tout ça. La curiosité. Voilà. C'est une merveille. Je te rejoins vraiment. Quand j'étais plus jeune, c'est arrivé plusieurs fois qu'on me recrute en me disant il y a tel projet, c'est compliqué, les gens ne veulent pas, ça va prendre des années, il y a tant de budget, enfin, tu avais l'air très laborieux. Et à chaque fois qu'on m'a dit ça, en quelques mois, tout était réglé, tout le monde était joyeux et content et avait convergé assez facilement vers des choses qui fonctionnaient bien. Et on m'a dit, mais comment t'as fait ? Et moi, je ne savais pas. Et ce que j'ai trouvé à dire à chaque fois, c'est, en fait, j'étais curieuse de pourquoi les gens pensaient ce qu'ils pensaient.
Enfin, tu vois, j'ai jamais trouvé d'autres explications que celle-ci. Que c'était juste, je me dis, tiens, c'est marrant, comment il pense de ce qu'il pense. Comment il fait, pourquoi, enfin, tu vois, le fait de ne pas avoir un jugement qui venait comme ça, embarquer tout et anticiper un certain nombre de choses, je crois que dans ces cas-là, donc non seulement c'est magique comme tu le disais, mais en plus ça a été un accélérateur incroyable. Je crois que j'avais rien fait d'autre que d'être curieuse de c'est ça, de ce qu'étaient les gens et de pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient et de pourquoi ils pensaient ce qu'ils pensaient, quoi. Ah oui, c'est un magnifique témoignage que tu as là sur la puissance de cette attitude de curiosité. Ça ouvre en plus. Vraiment, ça ouvre, en fait. N'importe qui ressent de la curiosité a envie de s'exprimer. Ça vient baisser les barrières et les mécanismes de défense. Oui, puis en plus, quand soi-même, je pense, on offre ça, effectivement, l'autre, il sent bien qu'il n'est pas jugé. Donc, il peut expliquer pourquoi il pense ce qu'il pense. Et puis, éventuellement, il peut aussi changer d'avis. Parce qu'on n'a pas cherché à le faire changer d'avis. Exactement. Dans le prochain épisode, le 48, nous évoquerons les sources d'échecs des projets de gouvernance partagée en entreprise ou dans des écolieux ou dans des collectifs variés. Nous explorerons l'apport de la communication non violente, de l'intra-family system et de la psychothérapie dans le parcours d'Isabelle et dans notre capacité à réussir à mettre en place une gouvernance partagée bénéfique, efficace, performante, au service de nos projets et au service de la vie. Nous parlerons assez naturellement d'écologie, puisque ça rejoint cette quête de faire ensemble au service du bien commun. Nous aborderons aussi l'éco-anxiété, nous expliquerons comment en fait elle a disparu de notre expérience. Nous partagerons notre expérience du lien avec le vivant et nous partagerons aussi notre espérance. Si vous voulez contacter Isabelle Desplat, vous trouverez comme d'habitude les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!